Julius Malema, président de l'IFF de l'Afrique du Sud, a fait un discours bouillant. Il s'élève sans broncher contre Donald Trump. Suivant ce qu'il a à dire. Monsieur le vice-président, le 20 septembre 2001, l'ancien président des États-Unis d'Amérique, George Bush, a déclaré ce qui allait devenir la guerre contre le terrorisme en Irak et en Afghanistan, affirmant, je cite, « Elle ne prendra fin que lorsque chaque groupe terroriste d'envergure mondiale aura été trouvé, arrêté et vaincu. » Ce qui a suivi fut une vaste campagne de désinformation visant à justifier l'invasion de l'Irak et de l'Afghanistan en 2003, sous le prétexte de localiser et de détruire des armes de destruction massive. Des décennies plus tard, aucune de ces armes n'a jamais été trouvée. Cette invasion portait sur les minéraux et les réserves de pétrole, non sur des armes de destruction massive. L'Irak et l'Afghanistan ne s'en sont jamais remis. Cuba, la Libye, le Venezuela et le Chili sont des exemples de nations qui ont souffert des interventions américaines en raison de leur politique socialiste justifiée par de fausses informations pour faire avancer l'impérialisme. Ok, on va s'arrêter là. L'idéologie socialiste de beaucoup de ces pays. Évidemment, il y a une différence entre le capitalisme et le socialisme. On ne fera pas de répétition aujourd'hui. On en parlera prochainement si vous désirez. Il essaie de dire ici, les Américains ont toujours des justifications. Ils ont toujours des campagnes de désinformation avant d'aller attaquer un pays. Comme ils ont fait en Afghanistan et en Irak, ils ont accusé l'Irak de garder des armes de destruction massive. C'était avec ça, c'était ça l'objectif. C'est avec ça aux Nations Unies, George Bush a dit, soit vous êtes avec nous ou vous êtes avec les terroristes. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. Il n'a pas dit soit vous êtes avec nous ou avec les autres. Soit vous êtes avec nous ou avec les terroristes. C'est-à-dire quoi? Soit vous êtes avec les gens bien. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que nous pensons, c'est-à-dire que vous êtes avec les terroristes. C'est une façon de vous taire et de ne plus poser de questions. Soit vous êtes avec les gens bien, qui sont nous, ou vous êtes avec les terroristes. Quand on lui a demandé de montrer les preuves de la présence des armes de destruction massive. Continuons. Cuba a enduré des décennies de sanctions pour avoir nationalisé des secteurs stratégiques de l'économie, soutenu la libération africaine et le socialisme. Quant à la Libye, elle a été détruite parce que Kadhafi a rejeté la domination américaine. Nous rappelons ces faits historiques parce que l'histoire doit nous guider dans tout ce que nous faisons. Lorsque Donald Trump déclare, je cite, « De mauvaises choses se passent en Afrique du Sud », sans preuve, nous ne devons pas supposer que les États-Unis sont mal informés. Au contraire, nous devons nous interroger sur la véritable intention derrière une telle déclaration. Après les propos de Trump, les États-Unis ont gelé l'aide étrangère à l'échelle mondiale, sous prétexte d'évaluer l'alignement avec leur orientation politique. Pour l'Afrique du Sud, cela signifiait que le financement du PEPFAR pour la lutte contre le VIH-Sida était menacé. Le 26 février 2025, ce gel est devenu permanent, mettant fin au financement pour une durée indéterminée. L'agressivité des États-Unis envers l'Afrique du Sud n'est rien d'autre que la vengeance d'Israël pour notre position morale en faveur de la Palestine. Pendant ce temps, certains d'entre nous ont été qualifiés de criminels internationaux, une étiquette utilisée par l'Occident avant d'assassiner ceux qui s'opposent à son agenda. Ok, on va s'arrêter là pendant un temps. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit on ne peut pas prétendre ou penser croire que les États-Unis n'est pas informés sur ce qui se passe en Afrique du Sud. Ça, c'était juste après que Elon Musk eut dit à Donald Trump que l'Afrique du Sud était en train de placer une théorie ou une loi ravissant les terrains ou les terres qui appartiennent aux Blancs. Les Blancs, évidemment, qui ont pris ces terres pendant l'apartheid de force et qu'il y avait des Blancs en Afrique du Sud qui étaient tués. Donc, il y avait génocide en Afrique du Sud contre les Blancs. Il dit ça ne sert à rien de se justifier parce qu'on ne peut pas dire que les États-Unis n'est pas au courant. Ils ont les services d'intelligence et de renseignement les mieux équipés au monde. Ils sont au courant de ce qui se passe. Donc, au lieu de nous inquiéter sur pourquoi les États-Unis n'ont pas bien compris le message, posons-nous plutôt la question pour savoir quelles sont leurs vraies intentions. Continuons. Avant d'envahir les nations, les États-Unis inventent toujours des violations des droits de l'homme pour justifier leur intervention. Aujourd'hui, les mêmes tactiques sont utilisées contre l'Afrique du Sud. Les appels croissants des groupes d'extrême droite en faveur d'un financement étranger pour établir des États indépendants.
et pour être armés par des intérêts étrangers, doivent être reconnus comme faisant partie d'un plan plus vaste. Ceci est la première étape de l'isolement économique, menant finalement à une intervention militaire. Ok. Actuellement, entre l'Afrique du Sud et les États-Unis d'Amérique, ça fonctionne pas très bien. Les États-Unis ont bloqué les comptes. Ils ont arrêté d'envoyer l'argent qu'ils envoyaient. Il y avait un programme très important de USAID ou PEPFAR qui permettait aux Sud-Africains, en tout cas aider beaucoup de Sud-Africains atteints du VIH à pouvoir recevoir de l'aide, recevoir des médicaments et tout le bazar. Je vous rappelle ici que l'Afrique du Sud a plus de 8 millions de gens atteints du VIH. Et ils sont le numéro 1 au monde. C'est le pays où on a le plus de gens atteints du VIH. Comment le VIH est entré, c'est une histoire très intéressante dont on parlera prochainement si vous voulez. Ça n'a pas été naturel, non, ne vous en faites pas. On a placé quelque chose quelque part dans les cliniques. On en parlera. Si vous voulez qu'on en parle, écrivez dans les commentaires, parle-nous de l'introduction du VIH en Afrique du Sud. Il y a des documents par rapport à ça. L'Afrique du Sud actuellement ne reçoit plus de l'aide venant des États-Unis, l'aide de PEPFAR qui soutenait les gens atteints du VIH. Pourquoi? Parce que bon, la majorité des gens qui sont atteints du VIH, c'est connu, c'est des Noirs. Continuons. Ensuite, l'AGOA sera résiliée, ce qui aggravera les tensions entre les États-Unis et l'Afrique du Sud. Notre gouvernement doit rejeter les groupes racistes africains opportunistes qui exploitent l'impérialisme américain pour financer leurs fantasmes racistes d'un État indépendant. Cela n'arrivera jamais. Ok, il y a des blancs sud-africains qui sont partis aux États-Unis en tant que réfugiés. Beaucoup de personnes disent qu'ils sont partis, c'est pas parce qu'ils étaient persécutés, c'est parce que 59 blancs qui sont partis déjà aux États-Unis, ils sont allés parce qu'ils avaient rien à foutre. Ils n'avaient pas de terre, ils n'avaient pas d'argent, parce que pourquoi quelqu'un abandonnerait ses terres? Nous exproprierons la terre sans compensation, qu'ils le veuillent ou non. S'ils s'y opposent, ils peuvent demander l'asile en Amérique. Monsieur le vice-président, Trump et les États-Unis ne font pas preuve de force. Les États-Unis ne font que montrer un stade avancé du capitalisme impérialiste. Saviez-vous qu'en Afrique du Sud, il y a une terre qu'on appelle Orania? Là-bas, il n'y a que des blancs. Les noirs ne sont pas autorisés. Il faut être 1, blanc, 2, chrétien, 3, africanaire. Blanc, chrétien, africanaire. Vous voyez, la religion est insérée dans beaucoup d'histoires qui ne sont pas essentiellement religieux. Il faut faire très attention. Continuons. C'est-à-dire l'impérialisme. Trump entretient des relations transactionnelles et manipulatrices avec le monde comme. S'il s'agissait de son arrière-cour, l'hostilité envers l'Afrique du Sud ne vient pas des Boers frauduleux qui propagent de la désinformation, mais de l'agenda impérialiste de l'Amérique. Les États-Unis, patrie des agences de renseignement les plus sophistiquées au monde, des agences qui fabriquent des preuves pour justifier l'invasion de l'Afghanistan et de l'Irak et qui ont orchestré l'assassinat de Muammar Kadhafi, Patrice Lumumba, Martin Luther King Jr. et Malcolm X ne peuvent pas aujourd'hui prétendre être victimes de désinformation d'un petit groupe raciste basé à Orania. Les États-Unis ont ouvertement embrassé l'âge d'or de l'impérialisme, étendant leur pouvoir par des menaces et par la prévention ou la suppression de l'aide étrangère. En réponse, notre gouvernement cherche bêtement à expliquer nos politiques à un président maniaque comme si les États-Unis étaient victimes de désinformation. Les États-Unis savent exactement ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Lors d'un événement Goldman Sachs, le 27 février 2025, le président sud-africain, M. Cyril Ramaphosa, a déclaré, je cite, « Trump s'est trompé sur les politiques foncières du pays ». Je rejette totalement cette idée. Les États-Unis, patrie de la plateforme X d'Elon Musk, d'Amazon, de Jeff Bezos, de Facebook, de Google, de Tesla, de Starlink et de la Silicon Valley, le centre mondial de la collecte de données, ne peuvent pas prétendre être mal informés. Ce sont, eux, les plus grands propagateurs de désinformation. Les États-Unis sont les plus grands propagateurs de désinformation. Ils utilisent désormais leurs propres mensonges comme justification pour attaquer l'Afrique du Sud. Ce gouvernement a refusé de reconnaître les véritables problèmes. Nous sommes punis pour avoir soutenu la Palestine contre Israël, l'apartheid, rien d'autre. Les États-Unis ne croient pas qu'il y ait, eux, un génocide blanc ou des expropriations de terres en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est le seul pays africain à être parti à la Cour internationale de justice pour demander justice pour ceux-là dans le pays qu'on ne cite pas. Beaucoup de pays africains se sont opposés à l'Afrique du Sud.
à cause de leur religion. Ils pensent que Jésus descend là-bas. C'est là-bas que Jésus descend. L'Afrique du Sud, je répète, est le seul pays au nom de la vie et aussi au nom de leur collaboration, coopération depuis très longtemps, qui est parti ouvertement et accusé et emmener une équipe forte des lawyers, des avocats pour se mettre contre le pays que l'on ne cite pas. Et beaucoup de pays tels que, bon, voilà. Ils attendent que le Saint-Esprit descende là-bas, on va leur envoyer des messages à travers des emails. Alors, il dit la raison pour laquelle les États-Unis s'attaquent à l'Afrique du Sud actuellement, en cherchant tout ce qu'il y a comme alibi, ça n'a absolument rien à voir avec les Blancs sud-africains. Parce que les États-Unis d'Amérique a tout ce qu'il y a comme intelligence et renseignement. La CIA est la plus avancée du monde, à côté du Mossad, la Mossad, si vous préférez. Ils ne peuvent pas prétendre dire qu'ils n'ont pas les informations nécessaires. Alors, ce qui se passe en Afrique du Sud est simplement une manipulation. D'après Maliem, c'est une manipulation simple. On crée une désinformation pour justifier finalement quelque chose de futur. Allez-y. Ces mensonges sont des outils utiles pour justifier l'agression économique et cherchent à affaiblir notre autorité morale. Ou c'est-à-dire, c'est parce que l'Afrique du Sud a accusé le pays qu'on ne cite pas là-bas, qui sont fâchés. C'est une façon de faire payer l'Afrique du Sud le fait d'avoir eu le courage d'ouvrir la bouche. Comment osez-vous ouvrir la bouche, vous les Noirs? Vous ne pouvez pas ouvrir la bouche? À condamner le génocide d'Israël. L'aide étrangère a toujours été un outil de l'impérialisme et du contrôle occidentaux. Cela doit cesser avec l'Afrique du Sud. Nous devons élargir notre commerce et renforcer nos relations avec la Chine, l'Inde, la Russie, le Brésil et Singapour, tout en mettant l'accent sur l'unité africaine. Les États-Unis sont en mission, une fausse mission pour extorquer le monde et le soumettre, et en conséquence, ils deviendront de plus en plus isolés. Notre souveraineté, notre sécurité et notre prospérité économique reposent sur le rejet de l'âge d'or américain, un projet d'impérialisme. Le monde doit avancer sans les États-Unis si l'on veut réaliser un véritable progrès. Nous ne sommes pas les marionnettes des États-Unis. Nous ne nous laisserons jamais intimider par Donald Trump et ses amis. L'Afrique du Sud reste un État indépendant qui n'est pas manipulé par les États-Unis. La majorité des Sud-Africains aiment leurs Blancs. Ils les vénèrent partout où ils vont. Pourquoi les tueraient-ils? Ils recherchent toujours la validation des Blancs et l'affirmation de la blancheur. C'est un talent noir. Oui, c'est un talent noir. Mais ce n'est pas un talent noir tant que les Blancs ne l'ont pas reconnu comme tel. Si c'est une compétence ou une innovation noire, ce n'en est pas une tant que les Blancs ne l'ont pas dit. Si c'est un produit de qualité noire, il devra passer par de nombreuses mains avant qu'ils n'approuvent ce produit. Aucun parti politique sans l'aval des Blancs ne recevra jamais de soutien électoral ni de soutien financier tant que l'establishment blanc ne l'aura pas décidé. Comme le peuple cubain, nous n'abandonnerons jamais notre liberté face à l'impérialisme américain. Nous devons continuer sans honte à soutenir la Palestine et la Russie. Nous sommes le produit de la solidarité internationale. Nous sommes palestiniens et ils sont africains. Nous mourrons côte à côte avec le peuple palestinien. Nous serons enterrés à côté de leur tombe car aucune intimidation américaine, ni dictature financière ne pourra nous séparer. Même la mort n'y parviendra pas. Et dans certains pays ici, en Afrique, les présidents pensent que s'ils se lèvent, c'est-à-dire ils combattent au nom de la justice pour pas que ceux-là dans le pays qu'on ne cite pas, qui sont innocents, meurent, ils pensent que l'entrée au paradis leur sera refusée. Parce que Jésus va dire, non, toi tu as combattu mes gens, tu as été pour l'Afrique du Sud, tu vas pas. C'est incroyable, continue. Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre. Nous ne sommes pas le produit du vol de terre ou du génocide. Nous ne saisissons aucune terre, mais nous réclamons ce qui nous appartient de droit. Nous ne participons pas à un génocide des Blancs. Au contraire, nous coexistons avec nos meurtriers blancs. Quoi qu'il en coûte, cette terre sera expropriée et rendue à ses véritables propriétaires. La victoire est certaine. Hasta la victoria siempre. Nous coexistons avec nos blancs meurtriers. Incroyable. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Et aussi, YouTube nous dit que beaucoup parmi vous regardez les vidéos, mais vous n'êtes pas abonnés. Pourquoi c'est pas encore fait? Je vous encourage de le faire, s'il vous plaît. Et avant de quitter, on fait ça, ok? Ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. Généralement, la capacité de se remettre en question est l'une des choses les plus difficiles que l'humain soit capable de faire. La majorité des gens
ont tendance à penser qu'ils sont toujours dans le bon, toujours du côté de la raison. Que j'avais raison, il avait tort. J'avais raison, il a mal fait. Il aurait dû me parler avec plus de grâce. Il aurait pu être un peu plus généreux. Il aurait pu parler avec un peu plus de gentillesse, de condescendance, de simplicité. Oh, il est beaucoup trop arrogant. C'est jamais nous, hein. C'est jamais moi qui étais un peu trop intolérant, moi qui étais peut-être irrespectueux ou irrespectueuse. Ce n'est jamais moi qui étais intransigeant ou intransigeante. C'est généralement les autres. L'être humain a généralement du mal à se remettre en question. C'est difficile parce que se remettre en question pour beaucoup de personnes, c'est comme avoir l'impression de faire une négation de tout ce dont ils existent, hein, tout ce pourquoi ils existent. Voilà. Au Kenya, quelque chose d'intéressant se passe. Le président William Ruto, qui n'aime pas les coups d'État. Les coups d'État ne sont pas une panacée. Ils ne constituent pas une solution aux défis auxquels notre continent est confronté. Ils sont aussi antidémocratiques que les puissances coloniales. Il n'aime pas les coups d'État, il aime les élections démocratiques. Bon, on comprend tout à fait. Beaucoup de personnes n'aiment pas les coups d'État. Mais on se pose la question aussi de savoir si les gens sont subjugués, ils sont matérialisés. Si les gens sont longtemps sujets d'une pression, d'une dictature, comment fait-on? Si on ne peut manifestement pas gagner les élections à travers les moyens normaux, comment on fait? On reste là et on place tout entre les mains des dieux, comme le feraient généralement les gens d'un coin, où ils mettent tout entre les mains des dieux, ou on se lève et on dit, écoutez, trop c'est trop, le pays ne vous appartient pas, en tout cas pas à vous seuls. Si nous sommes tous originaires de ces terres, alors nous méritons à égalité de bénéficier de tout ce qu'il y a de bien de ces terres. Monsieur William Ruto était très en danger il y a quelques jours. On lui a balancé une chaussure au visage. Pendant un meeting, on lui a jeté une chaussure au visage et heureusement pour lui, il a pu parer ça avec sa main. Un président de la République, dans un milieu public, reçoit une chaussure au visage. Et heureusement pour lui, il a pu parer ça. Mais ça l'a touché. On peut se poser beaucoup de questions, n'est-ce pas? Et si ce n'était pas une chaussure? Et c'était autre chose? Ou bien si c'était une chaussure, que c'était une chaussure blindée ou une chaussure piégée, ça aurait été très dangereux, n'est-ce pas? Dimanche, lors du rassemblement du comité de Migori, à l'ouest du Kenya, Ruto a bloqué une chaussure projetée avec son bras. Il ne semblait pas blessé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a dit? Évidemment, on se pose beaucoup de questions sur sa sécurité. Comment ça se fait qu'un président de la République peut avoir ce genre de situation? Le ministre de l'Intérieur a fait un commentaire. Son ministre de l'Intérieur a dit que la police avait arrêté 3 personnes. On the incident that happened Concernant l'incident survenu pendant les fonctions de son Excellence, je pense qu'une enquête est en cours. Je m'arrêterai donc là pour déterminer s'il y a eu une véritable faille de sécurité, s'il y avait intentionnellement intention de nuire au président ou s'il s'agissait d'un autre problème. L'enquête est donc en cours. Donc 3 personnes par rapport à cette histoire où on a jeté un truc à Ruto. Je vous rappelle que Ruto n'est pas tout à fait, pas exactement aimé de tout le monde. Il y a aucune personne qui est aimée de tout le monde, mais Ruto a eu des problèmes sérieux avec sa population très récemment, où les jeunes hommes sont sortis dans les rues pour aller pousser contre une loi qui devrait être mise en place, une loi exigeant à ce qu'il y ait des taxes supplémentaires pour achat de pain. Donc tu veux acheter ton pain, il y a le prix, il y a aussi le prix du taxe qu'il faut payer au-dessus. Tu veux acheter une bande hygiénique, il y a le prix de la bande hygiénique, il y a aussi la taxe qui est au-dessus de la bande hygiénique qu'il faut payer. Il y a le prix du traitement de cancer, il y a aussi la taxe au-dessus du traitement. Voilà, c'était compliqué, les gens étaient très fâchés. Des jeunes hommes nés en 2000 étaient dans les rues en train de... Ils n'ont pas prié, hein. Oh Seigneur, entre les mains des dieux. Et puis ils sont partis au concert, jamais. Ils sont allés dans les rues. And I want to tell this government, we gave you the entry, we are going to show you the exit. Mr. President, watch us. I don't want him as my president. I even regret why I voted him. Yes, he must go. This mini finance bill, we are not amending. We are rejecting. Everything, we withdraw it. Ils ont résisté, ils ont charbonné. Les gens ne sont pas égaux en Afrique. Il ne faut pas dire les Africains, il n'y a pas les Africains, c'est chez vous que vous êtes comme ça. C'est chez vous que vous êtes des péreux. C'est chez vous qu'on peut te dire non, on va toucher ta mère. Tu regardes, tu vois, il y a cette personne musclée, tu dis ok, Seigneur, j'ai pris. Voilà. Les Kenyans ne sont pas comme ça. Mais ils ne sont pas musclés, hein. Bref, continuons. Les jeunes Kenyans sont sortis dans les rues pour réclamer leurs droits. Et évidemment, il y a eu beaucoup de Kenyans qui sont tombés, beaucoup ont perdu la vie. Mais ce n'était pas en vain, parce qu'en fin de compte, la loi n'a pas été acceptée, elle a été rejetée. Et ce n'est pas comme chez vous, on vous chicote un peu, vous fiez, vous commencez d'abord, on va mourir ici, vous venez en groupe, on va mourir. Mais quand on vient, comme des foussards, des trouillards. Les hommes ne sont pas comme ça. Hein. Un homme n'est pas comme ça. Un homme n'a pas peur. Regardez, un vrai homme sait qu'il naît un jour, il mourra un jour. Personne ne va s'en évader. L'islam dit, tout le monde connaîtra la mort.
Un homme naît un jour, il meurt un jour. On le dit dans beaucoup d'histoires. Mais tout le monde connaîtra la mort. Tu as peur de quoi? Il y a aussi un pays là-bas, en tout cas quelques pays de l'Afrique de l'Est, qui ont une mentalité quand même assez intéressante. Ils disent wawili wakufe watatu wasonge, wene watabaki watajenga inchi. Wawili wakufe watatu wasonge, wene watabaki watajenga inchi. C'est-à-dire, même si 2 tombent, c'est-à-dire tomber en mourant, et que 3 progressent, ceux qui vont rester construiront le pays. C'est ça la mode. Même si 2 tombent et que 3 progressent, ceux qui resteront vivants construiront le pays. Mais ça, ce n'est pas une mentalité de tout le monde. Parce que dans certains endroits, ils se disent, ah, moi, je vais tomber pourquoi? Tout le monde a cette mentalité. Moi, je vais rester vivant, je veux manger, je ne veux jamais me battre. Je veux une révolution sans se révolter. Je veux un changement à travers la prière. Il n'y a pas de changement à travers la prière. Il faut arrêter des bêtises. Il faut arrêter. Si un pasteur te dit le changement vient à travers, il t'a menti. Le changement vient avec l'action et l'application. Jésus, dans la Bible, il a pris la salive, il a mis la boue, il a mis dans les yeux de quelqu'un. Jésus, vous priez dans la Bible, il a mis la salive, il a mis dans la boue, il a mis dans les yeux de quelqu'un pour qu'il soit guéri, l'aveugle. Pourquoi il n'a pas dit aveugle, vois? Pourquoi il n'a pas dit au monsieur là qui était couché au coin, lève-toi et marche? C'est vrai, il y avait un lève-toi et marche. Pourquoi ce monsieur là, il a dit, quand l'eau va bouger, il faut tomber dedans? Ok. L'action est très importante. L'action. Les clients sont sortis. Bref. C'est pour dire que Ruto n'est pas tout à fait aimé de tout le monde. Alors, quelqu'un lui a balancé la chaussure. Il a bloqué ou barré ou paré, ça peu importe comment vous dites ça, selon votre anglais ou votre français et votre niveau de francolatrie. Denis Itumbi, le fonctionnaire du cabinet du président, haut fonctionnaire du cabinet du président, a déclaré que la chaussure avait été lancée accidentellement. C'était par accident. Il a expliqué qu'un membre de la foule avait brandi la chaussure comme une fausse caméra. Donc il jouait avec la chaussure comme une fausse caméra. Ce qui a incité un spectateur à la repousser car elle lui bloquait la vue. Vous suivez l'histoire maintenant. Quelqu'un a pris la chaussure jouant comme si c'était une caméra. Quelqu'un a poussé la chaussure parce que ça lui bloquait la vue. Et en poussant la chaussure, malheureusement, la chaussure a volé droit vers le président. Voilà ce que monsieur Denis Itumbi, haut fonctionnaire du cabinet présidentiel, a dit. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que c'est une théorie qui tient debout ou pas? Première probabilité. Serait-il en train de dire la vérité? C'est une possibilité. D'accord. Que quelqu'un avait sa chaussure en train de jouer avec, je sais pas, il a quel âge, hein, avec sa chaussure, il va faire comme si c'était une caméra. Et l'autre personne a poussé la chaussure parce que ça lui bloquait le visage et ça a touché le président. Deuxième probabilité. C'est peut-être une version de damage control. Damage control, c'est quoi? Je suis pas francophone. Damage control. Contrôler les dommages qu'on a fait. Pourquoi? Le dommage serait quoi? Le dommage serait que ça prouve la vulnérabilité du président. Ok? Pour ceux qui l'entourent, ça prouve combien le président est vulnérable. Et s'il y avait une bombe à l'intérieur, ou s'il y avait un truc empoisonné, chimique, biologique, ce serait dangereux pour son boulot. Il pourrait aussi pas seulement protéger son boulot en disant que c'est un garçon qui joue avec son histoire. Ce serait aussi une façon de montrer que ce n'était pas une erreur interne, c'était plutôt un jeu. Troisième version, une possibilité. C'est peut-être la version qu'a rapporté le monsieur qu'on a arrêté. Ok? Le monsieur qu'on a arrêté a peut-être balancé l'histoire là par colère, parce qu'il était en colère contre Ruto. Hein? Parce que voilà, c'est normal. Les Kenyans ne sont pas tout à fait heureux chez eux, il faut le dire. Pas tout le monde en tout cas. Bien qu'il n'y ait pas de pays où tout le monde est heureux, on peut tout à fait comprendre. Alors quand on l'a arrêté après avoir balancé l'histoire, il voulait balancer l'histoire. On lui a posé la question, pourquoi tu as fait ça? Non, en fait, je n'ai pas fait ça. Moi, je voulais faire comme si c'était une caméra, et puis il y a quelqu'un qui m'a poussé, et puis c'est tombé. C'est une possibilité. Pourquoi? Parce que ça lui sauverait la vie. Toi, tu veux balancer le truc à un président africain? Ça lui sauverait la vie, n'est-ce pas? Ça lui sauverait la vie. Est-il bête d'avoir fait ça? Absolument pas. Voir dans l'histoire, combien de fois ces gens de l'histoire sont arrivés? À plusieurs reprises. On va voir les choses clés. Avec George Bush, par exemple. En Irak, en 2008. Le président américain George Bush a esquivé une chaussure lancée par un journaliste irakien en signe de protestation contre le chaos qui a suivi l'invasion menée par les États-Unis. Le journaliste était en colère. Vous avez détruit notre pays sous prétexte qu'il y avait des armes de destruction massive que vous n'avez jamais montrées. En effet, vous avez quitté notre pays avec notre or. Oui, il a pris beaucoup d'or. L'or a disparu. Alors, le journaliste était en colère, a balancé l'histoire contre Bush. Mais la différence entre Ruto et Bush, c'est quoi? Bush a esquivé. Hein? Bush a esquivé. Hein? Il était là présent, il voyait ce qui se passait, il a esquivé. Ruto, si c'était Ruto, c'était parti déjà. Il était distrait en émotion, en train de motiver les gens. Hein? Les Africains aiment trop motiver les gens. Qu'est-ce qui est arrivé aux journalistes?
Le journaliste irakien Moutandar Al-Zaidi, après avoir lancé ses chaussures, il a rapidement été interpellé par les forces de sécurité, placé en détention par les autorités irakiennes, accusé d'agression contre un chef de l'État étranger. Il a été initialement condamné à 3 ans de prison. Cependant, sa peine a été réduite à 1 an en appel. Qu'est-ce qui lui est arrivé après? Après avoir fait la prison, évidemment, il a finalement été libéré après 9 mois de détention sous la pression de l'opinion publique. Monsieur Zaidi s'est servi de cette opportunité, de cette célébrité. Il était devenu célèbre chez lui pour commencer une carrière politique, mais malheureusement, qui n'a pas vraiment abouti. Donc une opportunité peut en créer une autre. Mais lui, bon, dans ce cas, il n'a pas bien joué. Emmanuel Macron. Un petit coup. Ce jeune est très courageux. Quelque part, on pourrait avoir l'impression que c'est du théâtre, mais ce n'est pas du théâtre. Après la gifle, qu'est-ce qui s'est passé? Tarel a été immédiatement placé en garde à vue par les autorités françaises. Il a ensuite été inculpé de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. Lors de son procès, Tarel a expliqué avoir giflé Macron pour protester contre la politique du président, notamment sa gestion de la situation économique et sociale de la France, ainsi que l'orientation générale du gouvernement. Alors qu'est-ce qui est arrivé à ce monsieur? En 2021, Tarel a été condamné à 4 mois de prison. Sa peine n'était pas particulièrement sévère car malgré la violence de ses actes, il ne semblait pas participer à une tentative organisée de déstabilisation du gouvernement. Donc monsieur Tarel, on l'a perçu, bon, dans un pays comme la France, bon, monsieur était en colère, pas heureux contre, enfin voilà, pas content de Macron, voilà pourquoi il a réagi. Donc ses droits, bien qu'il était interpellé, son droit d'humain a été protégé. Bon, il y a aussi un pays ici, quelque part ici en Afrique, dans le coin là-bas. Un monsieur là, il avait pris une brique. Il a pris une brique, il a frappé la voiture d'un président. La République, le président de la République à l'époque, les gens ne l'aimaient pas, en tout cas à l'époque. À part ceux qui, évidemment, mangeaient de son argent, parce que généralement c'est comme ça. Les Africains sont pas les mêmes, hein, ils sont très différents. Il y a des Africains qui se battent pour des choses qui sont correctes au nom de tout le monde. Et il y a aussi des Africains qui se battent pour leurs intérêts personnels. Il faut savoir la différence. Et pour connaître la différence, il faut vous déplacer dans plusieurs pays africains. Pas 1 ou 2 pays où je connais l'Afrique. Non, tu ne connais pas l'Afrique. Les Africains sont différents. Il faut se déplacer au moins dans 10 pays africains pour commencer à comprendre la différence. Il y a des Africains qui se battent pour l'intérêt de tout le monde. Il y a des Africains qui vous sacrifient. Pour eux, le pays va bien. Du moment qu'ils sirotent du champagne. Vous, bon, on s'en fout. Arrêtez d'attaquer notre président. C'est leur président de leur tribu. Dans ces pays, le président, c'est un président tribal. Président de sa tribu, c'est notre pouvoir. C'est des choses incroyables. Alors, le jeune monsieur, brave, courageux, il faut le dire, arrivé au point de jeter une brique contre le cortège du président. Pourquoi on fait ça? Pourquoi un homme ferait ça? Un homme ferait ça parce qu'il est dans le désarroi. Il en a marre. Il faudrait plutôt demander à la personne, monsieur, pourquoi vous en arrivez là? Et aussi, encourager son courage. C'est-à-dire que c'est un élément. Si la grande majorité d'humains ne peuvent pas faire ça dans votre pays et que vous avez un homme qui a le courage de faire ce genre de choses, pas pour dire qu'il veuille tuer quelqu'un. Parce que s'il voulait tuer, il n'aurait pas emmené une brique. Il aurait emmené une bombe. Un homme qui a le courage de faire ça, sachant quelque part dans sa tête qu'avec une brique, ça ne pénétrait certainement pas le cortège du président qui est certainement blindé. Son intention n'était pas essentiellement de tuer ou de détruire. Son intention, c'était de montrer l'action, le désarroi, la colère. Une personne pareille, il fallait le prendre, l'asseoir et comprendre qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Comment ça se fait que la population toute entière n'est pas comme ça? C'est dans des pays comme ça que vous voyez la guerre commence, les gens fuient. Oh non, on a peur. Oh, c'est entre les mains de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des hommes. Les hommes, vous les tuez. Vous tuez les hommes. Les hommes que vous avez qui peuvent vous aider à devenir, vous les tuez. William Ruto. La leçon est passée. Les États-Unis d'Amérique viennent d'offrir des véhicules blindés au Ghana, dans le but de se protéger contre les attaques terroristes au nord. Si vous regardez sur la carte, vous voyez le Ghana. Qu'est-ce qu'il y a au nord du Ghana? Le Burkina Faso. Les États-Unis et les Ghana seraient-ils en train de mijoter quelque chose contre le Burkina Faso? On va le découvrir tout de suite. Ensuite, nous irons en Namibie où un député a fait un commentaire très brûlant sur Ibrahim Traoré. Vous voyez, Traoré est devenu un héros. On va devoir le découvrir. Nous irons ensuite au Botswana, le pays de Douma Boko, pour découvrir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils disent sur Ibrahim Traoré? Et je vois des gens faire des comparaisons troublantes avec Paul Kagame, mon bon ami, Ibrahim Traoré. Les États-Unis d'Amérique viennent de faire un don des voitures blindées au Ghana. Donc quel objectif? L'objectif est très simple, c'est de protéger le Ghana contre les attaques terroristes ou potentiellement ces attaques qui probablement, de manière hypothétique, se présenteraient au nord du pays. Évidemment, si vous regardez sur la carte, vous voyez, le nord du pays, c'est bien le Burkina Faso. Comment fournir le meilleur équipement disponible aux forces armées ghanéennes? Et ces 14 véhicules blindés de transport de troupes sont le dernier exemple de cette technologie de pointe
ainsi que de la manière dont le partenariat entre le Ghana et les États-Unis renforce à la fois le Ghana et les États-Unis. Dans un monde confronté à des défis sécuritaires complexes, aucun pays ne peut agir seul, comme l'a souligné le général Bitani l'année dernière. Non, pas l'année dernière, le mois dernier. Lors du sommet africain des forces terrestres, les défis sécuritaires sont tout simplement trop complexes pour que des acteurs isolés puissent agir seuls. Et c'est pourquoi il est si important que le Ghana soit un exportateur de paix. Chaque fois qu'on a besoin d'eux, les forces armées ghanéennes répondent à l'appel. Opération de maintien de la paix, sécurité des frontières, réponse aux catastrophes nationales. Les GAF sont toujours prêtes à relever le défi. Les femmes et les hommes en service au Ghana ont prouvé à maintes reprises qu'ils sont prêts à servir avec honneur et distinction. Et je suis heureux que cet équipement contribue à la poursuite de ce service. Et comme nous le savons tous, le rapport américain et le Burkina Faso, en tout cas à travers le général Langlais de l'Africom, ne sont pas tout à fait au beau port. Alors, il y a d'ailleurs une vidéo que je veux devoir vous présenter où monsieur Langlais a rejeté le discours récent sur Ibrahim Traoré. Alors la question qui se pose est celle-ci. Le Ghana serait-il en train de mijoter quelque chose avec les Américains pour détruire la stabilité au Burkina Faso? On va le découvrir tout de suite. Les États-Unis ont fait un don de 6 millions de dollars de véhicules blindés pour renforcer la capacité de défense du Ghana. Le gouvernement américain a fait un don de 15 véhicules blindés de transport de troupes, appelés encore VTB, résistants aux mines et aux embuscades d'une valeur de plus de 6 millions de dollars. Donc 14 blindés vient d'être offert au Ghana, estimé à 6 millions de dollars. Il dit que cette opération devrait renforcer considérablement les opérations de lutte contre le terrorisme et de sécurité aux frontières du pays. Cette occasion n'est pas seulement un symbole du partenariat durable entre nos deux pays. C'est aussi une expression concrète de notre engagement commun en faveur de la paix, de la stabilité et de la sécurité au Ghana et dans toute la sous-région ouest africaine. Votre Excellence, ce don généreux contribuera grandement à renforcer la préparation opérationnelle des forces armées ghanéennes. Ces véhicules hautement performants, résistants aux mines et protégés contre les embuscades, renforceront véritablement la protection, la mobilité et l'efficacité lors des opérations de lutte contre le terrorisme et des efforts de sécurité intérieure, y compris la lutte contre l'exploitation minière illégale. Ils ne sont pas seulement des atouts pour la défense nationale, mais aussi des instruments de paix régionale et de solidarité mondiale. Au fil des années, les États-Unis sont restés un partenaire fiable dans le processus de renforcement des capacités des forces armées ghanéennes, en fournissant des formations, une assistance technique et un soutien en équipement. La remise d'aujourd'hui constitue une nouvelle étape importante dans notre coopération durable en matière de défense et nous vous sommes profondément reconnaissants pour votre soutien. Évidemment, ici, on a parlé du Nord. Ceci est bien étonnant parce que c'est un revirement complet. Il y a quelque temps, les États-Unis avaient interdit, si pas découragé ses ressortissants de voyager au Ghana, prétextant le Ghana était un pays dangereux, où les femmes se faisaient violer, les hommes se faisaient kidnapper, les gens se faisaient tuer. N'est-ce pas bizarre? Il y a à peine quelques jours, on disait que le Ghana était un pays dangereux, et aujourd'hui, on offre au Ghana des camions de guerre pour sa protection. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un enjeu très important géopolitique qui se passe là. On va essayer de le savoir. La question principale que beaucoup de personnes se posent est celle-ci. Numéro 1. Le Ghana et les États-Unis seraient-ils en train de mijoter quelque chose contre le Burkina Faso? Numéro 2. Pourquoi le Ghana n'a pas refusé cette offre si le Ghana n'est pas en train de mijoter quelque chose avec les États-Unis contre le Burkina Faso? Le Ghana est un pays indépendant, souverain. Numéro 3, pourquoi le Ghana a accepté? On va essayer de le découvrir. Numéro 4, quel est l'objectif des Américains en offrant ces blindés aux Ghanéens?
Alors, avant d'entamer cette histoire, je pense qu'on va rentrer un peu en arrière. Il y a quelque temps, le Ghana a demandé le retour de sa réserve d'or protégée aux États-Unis. Parce qu'évidemment, comme on l'avait expliqué l'autre fois, beaucoup de pays gardent leur or à New York. Pourquoi? Parce que depuis après l'indépendance, les grandes institutions financières considéraient adéquat le fait de garder son or aux États-Unis d'Amérique et aussi sur le plan sécuritaire pour protéger ce qu'on a, pour éviter l'instabilité qui régnait farouchement en Afrique. Garder son or aux États-Unis était signe de crédibilité. Beaucoup de pays africains l'ont fait, il n'y a pas que le Ghana. Mais récemment, le Ghana, à travers son nouveau président, a demandé le retour, si pas entier, mais partiel de l'or ghanéen gardé aux États-Unis d'Amérique. Il a cité que c'était une forme de souveraineté que le Ghana regagnait. Quelques jours plus tard, le Ghana a voté une nouvelle loi où on a créé le Ghana Gold Board, c'est-à-dire une organisation qui gérait l'or du Ghana. Et cela insinuait que toute personnalité qui venait au Ghana pour acheter de l'or n'achèterait plus de l'or artisanal, plus chez les individuels, et qu'on serait désormais obligé de passer à travers Ghana Gold Board pour acheter l'or du Ghana. Quel était l'objectif? L'objectif était simple. Avant l'existence de cette organisation, au Ghana, beaucoup de personnes venant de partout dans le monde pouvaient partir acheter de l'or, des paysans. Évidemment, un paysan vous vend de l'or au prix qu'on lui donne. En cela faisant, beaucoup sortaient l'or du Ghana de manière illicite. Pourquoi? Pour pas payer les taxes et les formalités nécessaires requises par le gouvernement. Donc, beaucoup de personnalités étrangères, chinois, français, belges, américains, partaient au Ghana pour acheter de l'or et exfiltrer l'or du pays sans que le gouvernement n'en soit au courant. Donc, quand vous sortez l'or des gens de leur pays, sans les informer, évidemment, vous faites un maximum de bénéfices et le Ghana ne fait absolument rien. Et en créant cette organisation, le Ghana voulait garder l'argent dans le pays. Maintenant, au Ghana, pour acheter de l'or, on n'achète plus de l'or en dollars. Quand tu arrives au Ghana avec ton dollar, tu changes d'abord en Ghana Cedis pour acheter de l'or. Pourquoi on fait ça? Quand vous cherchez le Ghana Cedis, vous donnez de l'importance et de la valeur à la monnaie locale. Cela met en place le Conseil de l'or qui va rationaliser le secteur orifère du Ghana, y compris nos exportations, afin de s'assurer que le Ghana tire plus de valeur de ses exportations d'or. Le Ghana a fait ça. Numéro 1, en récapitulation, le Ghana a rappelé son or des États-Unis d'Amérique. Numéro 2, on a créé le Ghana Gold Board, à travers lequel tout individu, toute organisation souhaitant acheter de l'or au Ghana devrait passer. C'était une façon de coincer toutes les personnes qui exfiltraient de l'or. Quelques jours plus tard, les États-Unis ont dit le Ghana est un pays dangereux, il ne faut pas y aller. Si vous y allez, il faut faire très attention, il faut vous signaler à l'ambassade. Paradoxalement, maintenant, les États-Unis d'Amérique offrent des camions de guerre, en tout cas des camions de protection, des véhicules blindés, 14, à hauteur de 6 millions de dollars pour renforcer l'armée ghanéenne. C'est quoi l'objectif? On sait que les Américains, généralement, ne donnent pas pour rien. Okay? Il faudrait qu'il y ait un soutien géopolitique, au moins, si pas matériel ou financier. Alors, fallait-il que le Ghana accepte? Premièrement, beaucoup de personnes diraient non. Pourquoi non? Parce qu'en disant oui à l'offre des Américains, après qu'ils eurent présenté cette interdiction de voyager, ou au moins insinué que le voyage au Ghana était défavorable au gouvernement, en recevant leurs dons en termes militaires, de blindés pour combattre le terrorisme, le Ghana est en train de renforcer l'idée selon laquelle les États-Unis ont raison de dire qu'il ne faut pas partir au Ghana, il faut faire attention. Que c'est un pays en danger. Okay? Puisque le Ghana a rejeté l'idée selon laquelle il y avait des gens qui étaient violés, tués et tout le bazar. Mais vous acceptez l'offre des Américains pour vous protéger contre une entité. N'est-ce pas une façon de renforcer ou de réaffirmer ce qu'ils ont présenté comme données ou théories? Exactement. Deuxièmement, ça envoie un message négatif au monde. Parce que les investisseurs, quand ils entendent que le Ghana est un pays dangereux, les Américains ont dit qu'il fallait pas y aller ou faire très attention. Et ensuite apprennent que le Ghana a accepté les autos blindés venant des États-Unis d'Amérique. Ça voudrait simplement dire que, ok, les Américains avaient raison, il faut éviter de partir au Ghana. Ça voudrait aussi dire que ça découragerait les grands investisseurs. C'est une façon, sans peut-être le savoir, de fermer sa propre porte au monde. Numéro 3, ça reflète l'esprit de pauvreté. C'est-à-dire, nous sommes incapables de nous protéger de ce prétendu danger que vous nous présentez, que vous avez exposé en tout cas. Pourquoi les Américains n'offrent pas aux Français des autos blindées ou machin? Pourquoi ils n'offrent pas aux Britanniques? Mais il faut offrir aux Ghanéens. Mais est-ce que les Ghanéens en ont besoin? N'ont-ils pas 6 millions de dollars pour acheter des camions quelque part? C'est une façon de dominer, parce qu'on dit la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Et la question est celle-ci. Les États-Unis ne donnent jamais pour rien. Si on vous a donné ça, c'est pour recevoir quoi en retour? Je vous rappelle que le Ghana est au sud du Burkina Faso. Le Ghana sera-t-il flexible à quelconque manigance contre le Burkina Faso? Eh bien, moi, je pense que non. Okay, ainsi que beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que le président actuel, contrairement au président précédent, qui n'aimait pas tout à fait le Burkina Faso. Aujourd'hui, des mercenaires russes se trouvent à notre frontière nord.
Le Burkina Faso a désormais conclu un accord pour rejoindre le Mali dans l'emploi des forces Wagner là-bas. Je crois qu'une mine dans le sud du Burkina leur a été attribuée comme forme de paiement pour leur service. Le Premier ministre du Burkina Faso s'est rendu à Moscou au cours des 10 derniers jours. Et le fait qu'ils opèrent à notre frontière nord est particulièrement préoccupant pour nous au Ghana, qui pouvons vous avoir comme partenaire pour faire face à ces menaces. Il est très important que la CEDEAO et la région de l'Afrique de l'Ouest restent un espace démocratique. Il y a une raison aux mesures que nous avons prises à la suite des coups d'État au Burkina Faso, au Mali et en Guinée. Et la CEDEAO a été très cohérente en refusant de traiter avec ces gouvernements en raison du caractère antidémocratique de leur accession au pouvoir. Le président actuel est un président qui croit en l'idéologie de Kwame Nkrumah, basée sur le panafricanisme. En effet, pour ceux qui s'en souviennent, Ibrahim Traoré personnellement est parti dans son événement d'investiture et a beaucoup de respect pour lui. Est-ce que ça veut dire que les gens ne changent pas? Absolument pas. Mais à grande vue, ce n'est pas une personne qui manigancerait quelque chose contre Ibrahim Traoré. Maintenant, la question qui se pose: pourquoi le Ghana a accepté? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici qui disent qu'il ne fallait pas l'accepter. Pourquoi vous acceptez pendant que le Mali, le Burkina Faso le nie? Pourquoi vous ne faites pas comme le Mali, le Burkina Faso qui rejette les Français? Il faut rejeter les impérialistes et tout. Bah écoutez, il faut le faire stratégiquement. Oui, il faut faire les choses stratégiquement. Il est évident, quand les Américains vous offrent des trucs et vous refusez, ça veut dire que vous avez probablement des contentieux avec eux. Vous devenez une nation hostile aux États-Unis d'Amérique. Comment ça se fait que vous avez refusé les offres des Américains? C'est la question qu'on va se poser. Donc, de manière diplomatique et intelligente, on vous offre un truc venant des États-Unis d'Amérique, vous dites oui, oh merci, il n'y a pas de souci. Vous ne perdez rien. Mais intelligemment, il faut savoir ce qu'il faut faire. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Parce que d'ailleurs, au Burkina Faso, en 2024, en février, les États-Unis ont fait un don d'équipement de mobilité, des véhicules Toyota, Land Cruiser et motos d'une valeur de 1,67 million de dollars aux forces de sécurité burkinabées afin de lutter contre le terrorisme. Le Burkina Faso a accepté le don américain en février 2024, ça c'est l'année passée. Le président Traoré était déjà au pouvoir. Le ministre burkinabé délégué à la sécurité, Mahamoudou Nana, a exprimé sa gratitude pour ce soutien. Donc, les Américains ont offert des équipements au Burkina Faso. Le Burkina Faso a accepté. Ils n'ont pas dit non, regardez vos histoires. Évidemment, intelligemment, il faut savoir, vous en recevez, mais il faut savoir que c'est un jeu d'échecs. Il y a quelque temps, Ibrahim Traoré, dans un discours d'ailleurs, disait intelligemment que même si tu recevais un cadeau de celui qui est perçu comme ton ennemi, il n'a pas dit États-Unis d'Amérique, tu n'oublies pas qui il est. C'est dans un discours où il parlait aux militaires. Évidemment, on peut interpréter ça tel que on sait exactement où on va et il faut être assez malin. On ne veut pas d'une guerre ouverte avec ces gens. Alors pourquoi ils ont fait ça au Burkina Faso? Est-ce que c'était une façon de vouloir acheter les Burkinabés de leur objectif de se tourner vers la Russie? Une façon peut-être subtile de dire, écoutez, tout ce que vous cherchez là-bas, on peut vous en offrir ici. Le Ghana avait-il raison d'accepter? Ils doivent accepter, manifestement. Pourquoi? Parce que c'est diplomatique, c'est intelligent. De manière négative, ceci a lancé un très mauvais message. Alors la grande question, est-ce que ça veut dire que le Ghana est en train de se préparer avec les États-Unis pour manigancer quelque chose contre le Burkina Faso? Probablement pas. Cette offre ne se limite pas au Ghana parce que nous savons qu'à Cotonou, au Bénin, le 30 avril 2024, le gouvernement américain a fourni des équipements aux forces armées béninoises, dont 4 camions-citernes et des fournitures supplémentaires pour une valeur de plus de 1,8 milliard de francs CFA. L'ambassadeur des États-Unis, Brian Shoukan, était présent à la cérémonie aux côtés du ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la défense nationale, Fortuné Alain Nouatin. Et maintenant, nous partons en Namibie. Voilà la Namibie. Sur la carte, je sais que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Vous avez entendu parler, certainement, il faut se le dire. Je sais que les francolâtres, généralement, ils aiment seulement les Mali, le Burkina Faso, le Niger, un peu de la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Gabon, la Guinée, le Congo. C'est ça. Quand vous entendez ça, vous aimez. Mais quand c'est d'autres pays, c'est difficile. Mais pourtant, il est impératif que l'on comprenne l'Afrique dans sa globalité. Ici, en Namibie, un député a parlé de manière chaude d'Ibrahim Traoré. Suivez. Vous voyez, Traoré est devenu un héros ou même deux. Professeur. Lui et moi, nous prendrons un café pour parler de Traoré. Mais il fait 2 bonnes choses. Il devient une icône internationale. Un jeune homme, plus jeune que beaucoup d'entre nous. Traoré a changé le prix de l'uranium. La France achetait de l'uranium au Burkina Faso pour $1 milliard américains. Chaque année. Il a empêché les Français d'acheter son uranium. Aujourd'hui, le Burkina Faso gagne 85 milliards de dollars grâce à la même ressource. Nous vendons de l'uranium ici.
Nous n'avons aucune centrale nucléaire. Nous ne faisons que parler, tout est nucléaire, nucléaire. Nous faisons que vendre, vendre, vendre. Que les Chinois nous paient le meilleur prix ou non, nous ne le savons pas. Nous avons aussi peur. Et si jamais ils se retiraient de cet accord? Mais Traoré, ce jeune homme, soldat, a changé son pays. C'est pourquoi Traoré construit maintenant des usines, des centres de transformation ou de l'agro-industrie, parce qu'il a des ressources. Nous avons ces ressources. Quand on dit que certaines choses ne doivent pas être dites en public, mais prenons un café et parlons de l'avenir de notre pays. Nous ne nous écoutons pas les uns les autres. Le député a dit la raison pour laquelle le Burkina Faso avance, c'est parce que ce n'est pas une démocratie. Restons concentrés. Et s'il faut qu'on le dise haut et fort ici, nous ne sommes pas dans une démocratie, nous sommes bien en révolution. Je me rappelle que la Namibie est un pays très stable depuis très très longtemps. En parlant de démocratie, il n'y a pas trop de procédures et de processus pour arriver à un fin. Monsieur Ibrahim Traoré veut faire les routes, il demande, on fait les routes. Monsieur Ibrahim Traoré veut qu'on construise des usines de production de tomates, ça se fait. On veut des hôpitaux, ça se fait. Il n'y a pas trop d'opposition, oh non on est contre tout ça, oh machin histoire. Ça avance. Pourquoi? Parce qu'évidemment, la démocratie n'est pas naturellement africaine. On vous l'a imposé. Mais il a aussi mentionné la vente d'uranium au Burkina Faso. Le Burkina Faso n'est pas connu pour être producteur d'uranium. Le Burkina Faso a beaucoup d'or, de manganèse, de zinc, de cuivre, de lithium et tout le bazar. Mais on comprend, il mélangeait avec le Niger. Mais c'est certainement à cause de l'engouement et de l'amour qu'ils ont à l'égard d'Ibrahim Traoré. Au Botswana, le président botswanais a aussi fait un discours sur Ibrahim Traoré. Très intéressant, suivez. Et je vois des gens faire des comparaisons troublantes avec Paul Kagame. Mon bon ami, Ibrahim Traoré. Et ils disent que certains de ces dirigeants évoluent dans un environnement légèrement différent où leur parole est obéie instantanément, sans question. C'est un environnement différent. Ils disent que ce type n'agit pas, qu'il ne fait rien. Traoré, lui, il agit. Oui, Traoré se réveille, imagine des choses. Et le lendemain matin, il fait une déclaration. C'est la loi. C'est la politique. L'action suit. Et moi, je me réveille et je dis des choses. On me regarde et on dit, qu'est-ce que c'est? De quoi parle cet homme? Donc c'est la même rhétorique, c'est simple. Ils disent, pour parler de quelqu'un comme ça, il faut avoir de l'appréciation à son égard. Et cette appréciation envers M. Traoré est très évidente. Le Botswana est un pays très intéressant. Si vous voulez qu'on en parle, on en parlera prochainement si vous souhaitez. Le pays africain ayant la démocratie la plus longue, le Botswana est le deuxième plus grand producteur de diamants au monde. Et c'est au Botswana que vous trouvez les Khoisan, les San Bushmen. Vous connaissez le film de Les dieux sont tombés sur la tête. Ces gens-là, ils sont au Botswana. Faites-moi savoir si vous en pensez. Le Ghana reçoit des engins venant des États-Unis d'Amérique. C'est pas seulement le Ghana, le Bénin aussi en a reçu dans le passé. Est-ce pour objectif de détruire le Burkina Faso ou pas? Fallait-il accepter ou pas? Généralement en Afrique, quand on est au pouvoir ou quand on est associé à une personne au pouvoir, quand on fait partie du groupe des gens qui mènent le pays, c'est-à-dire le gouvernement, on n'a plus peur de rien. On a l'impression qu'on est Dieu. Si pas Dieu, au moins l'ami de Dieu, quelque part. On pense pouvoir intimider tout le monde, on se croit au-dessus de la loi, on acquiert tout ce qu'on veut sur le plan financier pour ses intérêts personnels. Et généralement, il n'y a pas de répercussions à ça. Et c'est la raison, peut-être, pour laquelle l'Afrique n'avance pas. Pensez-vous que l'Afrique n'avance pas parce que la majorité des gens, quand ils sont au pouvoir, après avoir pillé, volé, commis des meurtres, ne sont jamais appelés à la justice pour répondre à leurs effets? Pensez-vous que ce soit la raison pour laquelle, ou l'une des raisons majeures pour lesquelles les Africains n'évoluent pas, n'avancent pas? Et il n'y a aucun sens d'acompte, donc aucune question n'est posée à ces chefs de l'État, à leurs collaborateurs qui commettent des atrocités quelquefois, qui volent l'argent du contribuable et finalement vivent comme ils désiraient. Est-ce qu'on peut dire qu'en Afrique, les gens payent de leur sémence? Peut-on dire que tout ce qui est fait se paye ici-bas? Est-ce valide en Afrique? Ou connaissez-vous peut-être des gens comme moi qui ont fait beaucoup d'atrocités, beaucoup de choses négatives, mais qui aujourd'hui vivent comme des milliardaires? Salut à tous les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci encore une fois d'être là. Nous sommes au Sénégal. Voilà la carte. Beau pays, beau peuple, belle culture. La nourriture sénégalaise, une diversification incroyable. Quand j'avais appris que le jollof rice dont les Nigérians et les Ghanéens se battent chaque jour
au fait originé du Sénégal, j'avais beaucoup été touché. Une culture riche en cuisine, riche en passion. Je suis d'ailleurs actuellement en train de préparer un voyage pour le Sénégal. Un voyage qui sera absolument fou en expérience et j'espère pouvoir vous y rencontrer aussi. Au Sénégal, la Cour spéciale anticorruption a inculpé lundi Amadou Mansour Faye, ancien ministre de développement communautaire et beau-frère de l'ancien président Macky Sall. Pourquoi? Pour détournement de plus de 4,6 millions de dollars de fonds publics. On dit bravo ou quoi? Bravo? Ligama Kofi? Bon, on s'arrête là. Ça pourrait être pour le bien ou pour le mal. On va essayer de plonger là-dessus pour essayer de comprendre, avant de dire bravo, ok? Amadou Mansour est désormais le 5e fonctionnaire de l'administration précédente à être inculpé par la Haute Cour de justice, une instance judiciaire spéciale chargée de juger les anciens responsables gouvernementaux pour des crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions. La Cour a refusé sa libération sous caution et ordonné son placement en détention selon son avocat, Monsieur Maître Amadou Sall. On va d'abord aller en Afrique en général. En Afrique en général, quand le gouvernement change, personne n'est pris pour raconte. Ok? On ne pose aucune question, on ne demande rien du tout. Et pourquoi on le fait ou pourquoi on le fait pas? On le fait pas parce que ceux qui sont au pouvoir actuellement ne veulent pas être poursuivis. De peur d'être poursuivis, ils évitent de poursuivre eux-mêmes ceux qui étaient précédemment au pouvoir. En d'autres termes, il y a d'ailleurs certains pays, des républiques bananières. Qu'est-ce qui se passe généralement? Pour rentrer au pouvoir, évidemment, il y a des accords qui sont faits officieusement. Okay, on dit, vous nous laissez partir, mais officiellement, on va signer un papier qui va m'exempter de toute poursuite judiciaire après ma sortie. C'est-à-dire, je vous laisse accéder au pouvoir à condition que je sois exempté de toute poursuite à ma sortie. C'est-à-dire tout ce que j'ai commis comme crime, des gens que j'ai tués, des vies que j'ai détruites, ne seront pas présentés à la justice. Le vol d'argent, les ventes des matériels, les ventes des mines aux étrangers qui appartient à la nation, mes acquisitions illicites des biens ne seront pas poursuivies à la justice parce que je vous accorde le pouvoir. En effet, beaucoup de gens au pouvoir en Afrique, dans beaucoup de pays africains, considèrent le pouvoir démocratique comme un système royal. C'est du royalisme total. Beaucoup d'Africains ne comprennent pas que la démocratie n'a absolument rien à voir avec la royauté. Au fait, c'est une mentalité qu'ils transcrivent directement de leurs habitudes traditionnelles, c'est-à-dire le chef qui est indomptable, intouchable, inquestionnable, inamédible, ne doit en aucun cas être questionné. C'est-à-dire tout ce que le chef fait est valide. Ce que le chef dit est valide. Ce que le chef a choisi de faire, même si ça a détruit la vie des gens, ne peut pas être questionné. On voit ici au Sénégal une démarche dans l'objectif de remettre en question tout ce qui s'est passé dans le gouvernement précédent. Alors, pouvons-nous dire que ce qui est en train d'être fait est fait pour la bonne cause? Pouvons-nous aussi dire que ça pourrait être motivé par des règlements de compte? L'objectif est simplement de faire payer le gouvernement précédent pour tous les mal qu'ils ont fait. C'est une possibilité, n'est-ce pas? Mais ce que je sais aussi au départ, c'est à partir de l'arrivée du président Faye et son équipe, ils ont commencé à faire des audits de toutes les branches du gouvernement pour comprendre comment l'argent a été manipulé, comment ça a été utilisé, est-ce que ce qui a été fait pour les bonnes causes ou pas? Sommes-nous peut-être en train de voir la résolution, la finalité de ces audits qui ont été faits dans le passé? Parce qu'évidemment, quand tu entres au pouvoir, tu vas éventuellement quitter le pouvoir. Et quand tu quittes le pouvoir, il faudra montrer d'où tu as pris les choses, d'où tu as laissé les choses. Tu ne peux pas dire, voilà, je suis arrivé ici, les choses étaient en lambeaux, voilà ce que j'ai fait. Il faudrait avoir un tracking list de ce que tu as fait et de ce que tu as trouvé. Vous savez ce qui est important ici à retenir, c'est que malheureusement, il y a des gens qui vous disent les Noirs ne sont pas honnêtes. Je sais que vous êtes dérangé. Il ne faut pas être dérangé. Les gens sont généralement fâchés quand on dit ça. C'est vrai que la malhonnêteté n'est pas exclusive à l'Afrique. Non, ce n'est pas du tout exclusif. Mais il y a quand même une différence, il faut se poser la question. Si tout le monde est malhonnête, d'accord, comme vous désirez l'entendre, comment ça se fait que chez eux, c'est généralement mieux que chez vous? Non, si tout le monde est malhonnête, comme tout le monde, comment est-ce possible que chez eux, le train fonctionne, les bus fonctionnent, le système de poste fonctionne correctement, les banques fonctionnent bien, les hôpitaux sont bien, il y a des possibilités de recevoir des soins gratuits, il y a l'école qui est gratuite. Comment ça se fait que chez eux, il y a un système social qui vous paye si vous n'avez pas de mari et que vous avez des enfants? Comment ça se fait que chez eux, vous pouvez être sponsorisé pour... Comment ça se fait que même si vous avez certaines histoires parmi ce que j'ai énuméré ici, ce n'est jamais à la hauteur de ce qu'ils ont? S'ils sont aussi malhonnêtes. Point d'interrogation. C'est peut-être que votre niveau de malhonnêteté est beaucoup plus enlargi. C'est en testostérone. C'est ça, on peut dire ça. Ibrahim Traoré a montré beaucoup de leçons à beaucoup de personnes. J'espère que le monde est en train de le saisir. La première leçon est celle-ci. On n'a pas besoin d'aide venant de pays étrangers pour développer nos pays. Ça, c'est numéro 1. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles les gens ne l'aiment pas, surtout les leaders politiques, c'est généralement parce qu'il est en train de démontrer que vous n'avez pas besoin de faire tout ce que eux font, là, ok, pour que le pays avance. Le Kenya, d'ailleurs, il y a quelque temps, a reçu beaucoup d'argent venant de la Chine. Beaucoup d'aide de la Chine. Et malheureusement,
ils sont en incapacité de payer cet argent. Et ils ont encore besoin d'argent. Qu'est-ce qu'ils ont fait finalement? Le gouvernement kényan a décidé de taxer la population kenyane. C'est-à-dire, tu vas acheter le pain, le prix du pain est peut-être $1, on te dit non, il faut payer $2. Parce que le $1 au-dessus, là, c'est les taxes que tu payes. Tu veux acheter la bande hygiénique ou les bandes hygiéniques, il faut payer des taxes. Imaginez taxes sur bande hygiénique. Tu es malade, tu as besoin de traitement de cancer, il faut payer des taxes sur le traitement de cancer. Tu es déjà malade, en train de souffrir d'un cancer, il faut payer pour le traitement de cancer. Il faut aussi payer les taxes. Parce qu'un monsieur dans le gouvernement a décidé d'acheter 2, 3, 4 maisons pour sa deuxième, troisième, quatrième, cinquième femme. C'est absolument absurde. Alors, Traoré a montré aux bandes que vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous avez simplement besoin d'une unité de la population qui, volontairement ou par impulsion, peuvent mettre de l'argent ensemble dans un panier commun, permettant ainsi d'acquérir les camions dont il est nécessaire pour aller combattre, permettant d'avoir assez d'argent pour construire les routes, assez d'argent pour construire les hôpitaux, assez d'argent pour développer le pays. Traoré l'a montré. Et voilà pourquoi les gens sont mécontents par rapport à ça. Pensez-vous qu'il est essentiel de faire payer toutes ces personnalités qui ont passé le temps de la population en volant l'argent du contribuable? Pensez-vous qu'il faut les remettre en question? Deuxièmement, en Chine, quand vous faites ce genre d'histoire, on vous finit. On vous finit. Voilà pourquoi il n'y a pas de corruption en Chine. Il n'y a pas de corruption. D'ailleurs, la Chine, après la Deuxième Guerre mondiale, était plus pauvre que beaucoup de pays africains. Oui. Où sont-ils aujourd'hui? Il n'y a pas de corruption chez eux. Il n'y en a pas. Si tu es impliqué dans la corruption, t'es fini. Faudrait-il impliquer ce genre d'histoire, cette mentalité en Afrique, pour arrêter la corruption? Parce que l'une des raisons pour lesquelles l'Afrique n'avance pas, il n'y a pas d'hôpitaux gratuits de classe, il n'y a pas d'école gratuite de classe, il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de contribution, il n'y a pas d'aide de classe. C'est parce que ceux-là dont vous respectez, ceux-là qui font partie de vos tribus, parce que vous les aimez généralement parce qu'ils sont de votre tribu, ce n'est pas parce qu'ils promettent ou font un travail projetant une positivité. C'est généralement le tribalisme institué dans le système. Si on disait chaque personne qui vole l'argent du contribuable, il faut le finir, ça changerait les choses ou pas? Si cette personne a été arrêtée pour les choses qu'il a fait, d'accord, nous serons d'accord pour ça. Mais s'il a été arrêté pour des raisons politiques, pour simplement lui faire payer ou de lancer un message fort au parti politique passé, alors là, ça devient autre chose, c'est injuste. Maintenant, la troisième question est celle-ci. S'il n'a pas volé l'argent du contribuable, a-t-il à se plaindre? A-t-il à avoir peur? Certainement pas, puisque la justice finira par dominer. La vérité finit par éclater. Partons au Burkina Faso. Au Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré a encore fait des choses absolument incroyables. Il est d'abord parti en toute humilité à l'hôpital pour aller visiter les militaires qui ont été blessés. Des hôpitaux qui sont en train de mettre à jour avec l'argent du contribuable, c'est-à-dire l'argent du pays. Ce n'est pas l'argent venu de l'AMF ou World Bank, l'argent que les Burkinabés contribuent. Voilà pourquoi je vous dis, les Burkinabés ne sont pas vos amis, il faut les respecter. Quand tu vois un Burkinabé, il faut le respecter. Quand tu vois un Burkinabé, tu dis, monsieur, je vous salue, il faut respecter le Burkinabé. Ils ne sont pas vos amis, surtout dans la forme. Il faut respecter le Burkinabé. Voilà. Il y a un projet qui est en cours avec le directeur. Il avait été réfléchi par des gens, mais je pense qu'on a amené le projet ici pour que vous ajoutez ce que vous voulez. Et que ce soit un truc futuriste. Il ne faut pas qu'on réfléchisse pour demain. On doit réfléchir à avoir les salles qu'il faut, les équipements qu'il faut pour 50 ans, 100 ans. Voilà. Donc ils sont là-dessus. On espère que très rapidement ils vont faire le retour. Et on va commencer à construire quelque chose de grand ici. M. Traoré est parti dire bonjour. Chose que beaucoup de dirigeants, même pas des présidents, des simples gouverneurs ne feraient absolument jamais. Ils sont trop grands pour ça. Il faut que quelqu'un porte sa mallette, quelqu'un lui tienne un parasoleil, il faudrait des bodyguards, c'est incroyable, c'est un royalisme inouï. Et voilà pourquoi je vous dis généralement, les Africains rendent des gens bien dictateurs. Oui, les Africains rendent des gens bien intentionnés dictateurs. Vous transformez des gens bien en dictateurs. Quand vous le voyez, oh chef, patron, restez pour toujours. Pourquoi vous dites ça? C'est quelle maladie mentale ça? Dans une démocratie, vous demandez à quelqu'un de rester pour toujours. Il commence à réfléchir sur l'option. Et quand finalement il décide de rester pour toujours, vous dites qu'il est dictateur. C'est vous qui avez commencé. C'est vous qui le célébrez comme Dieu. Pourquoi? Parce que vous êtes généralement des mendiants. Des mendiants en cravate. Dans d'autres pays, les mendiants sont sales. Dans certains pays, les mendiants sont très propres. Chemise, cravate, parfum. Mendiants professionnels. Et c'est comme ça que vous incitez même une personne qui avait pour objectif d'acter dans la positivité, de commencer à devenir et de déployer des pulsions dictatrices. Certains présidents dans certains pays ou dans le début de leur mandat, à chaque fois qu'ils voyageaient, quand vous voyagez, il y a l'argent qui est donné par le ministère de Finances ou quoi, peu importe comme budget. Vous voyagez
avec l'argent, ok, pour dépenser pour votre... On a débloqué par exemple $1 million pour votre voyage de 3 jours. Vous partez, vous ne dépensez que $100 000. Ces présidents, qu'est-ce qu'ils faisaient dans le passé? À son retour, puisqu'il n'a dépensé que $100 000, il prenait les $900 000 et rendait ça au gouvernement. Voilà, j'ai dépensé $100 000, vous m'avez donné 1 million, mais 900 reprenez. Après quelques temps, il a complètement arrêté de faire ça. Il voyageait, dépensait, il n'y avait plus jamais d'argent qui rentrait. Pourquoi? Parce que certainement les gens sont venus lui dire, Monsieur le Président, mais qu'est-ce que vous faites? Voilà notre opportunité de réussir dans la vie. Quand est-ce qu'on aura encore une chance pareille? Non, vous ne pouvez pas rendre l'argent. L'argent est sorti. C'est comme ça. Donc, on ne pense pas à la population dans sa généralité. On pense à sa tribu. On pense à ses frères, ses cousins, ses neveux. On pense à ses proches. C'est comme ça. Contrairement à Ibrahim Traoré, qui évidemment énerve beaucoup de personnes dans son allure. Ibrahim Traoré a aussi donné des autos blindés, des voitures, des motos et des instruments de détection contre mines au VDP. Les VDP, évidemment, sont des jeunes Burkinabés qui se sont levés pour leur propre cause. Ils en avaient marre d'attendre l'intervention de l'armée pour les défendre. Beaucoup, certainement, ont été victimes ou leurs membres de famille ont été victimes d'agressions venant des forces extérieures. Et finalement, en tant qu'homme qui se respecte, on dit, bon, écoute, c'est bon, hein, je ne veux pas rester ici assis en regardant ma vie complètement détruite. Contrairement à certaines personnes qui généralement attendent que l'armée réagisse, ils disent non, ça c'est la responsabilité de l'armée. On vient prendre ta fille de force, tu dis que c'est la responsabilité de l'armée pour la défendre. Il faut respecter ces gens. Donc c'est ça. En Sénégal, on fait un travail systématique de révision de ceux qui ont fait partie du gouvernement précédent. Tous ceux qui ont volé doivent répondre de leurs actes. Est-ce une bonne chose ou pas? Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré continue de nous choquer. Il ne grossit pas. Regardez-le. Il n'a pas pris de ventre. Okay? Président sans ventre. Ventre plat. Comment on ne peut pas respecter une telle personne? Comment tu vas voler avec un ventre plat comme ça? Tu vas mettre ça où? God bless.